Pardon, j'ai oublié d'entamer l'enregistrement. Oh, vraiment, quelle technologie. Donc, on va reprendre l'explication. Comme je disais, pour le passage, la traduction du passage du modèle conceptuel de données au modèle relationnel, elle respecte 3 étapes. Et la première étape, nous l'avons déjà vue la dernière fois, c'est-à-dire qu'il fallait remplacer toutes les classes d'entités dans le modèle entité-association en relation ou table relationnelle ou table relationnelle ou table en modèle logique ou bien modèle relationnel. Et nous avons vu que pour pouvoir le faire, s'il y a des champs à remplir et autres, nous précisons les colonnes, c'est-à-dire qu'il faut tracer les colonnes et pouvoir remplir les champs. Mais s'il n'y a pas de champ à remplir, dans le cas de nos exercices, on ne cherche pas à donner les valeurs, mais on cherche à comprendre le mécanisme. Donc là, il s'agissait tout simplement d'écrire de façon en horizontale, le plus simplement possible, la transformation du modèle de la classe d'entité en modèle entité-association en modèle relationnel. Et on avait vu que là, il fallait identifier une clé primaire qu'il fallait souligner ou l'écrire en grand. Il fallait aussi définir certaines propriétés. Chaque propriété ou attribut est représenté en colonne et il décrit un champ en commun. Nous avons vu un exemple avec le cas de matricule avec l'étudiant Yahoo, matricule et puis les autres informations qui suivent. Les lignes, encore appelées des tubes, constituent des valeurs saisies de ces champs. Nous avons vu qu'on pouvait saisir des valeurs dans ces différents champs-là. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, bon, c'est les différents exemples que je disais. Nous allons voir aujourd'hui une autre règle. On a vu un peu qu'est-ce que c'est qu'une clé étrangère. Donc, dans les différentes, dans le modèle logique ou bien modèle relationnel, on avait représenté les différentes classes d'entités, on avait représenté les différentes classes d'associations. Donc, du coup, chacun a compris ce que c'était une clé étrangère. Okay. Maintenant, nous allons passer à la règle numéro 2. Elle dit toute association de type, ça maintenant va concerner les cardinalités. On a dit que avant d'avancer, j'avais mis quelque part ici en grand. La conversion d'une association dépend de sa cardinalité. Maintenant, nous allons parler des cardinalités. Ici, c'était le plus simplement les classes d'entités, les traductions simples, les associations, les classes d'association en modèle relationnel, c'est traduit. Maintenant, puisque les associations définissent les cardinalités, c'est là maintenant la règle des cardinalités. Bonjour, ça va, bonne arrivée. On dit toute association de type complexe, c'est-à-dire un exemple de type 0n, 1n ou bien de type nn, comme la dernière fois on avait dit, il devient une table distincte. Elle devient automatiquement une relation. Les identifiants des deux entités associées deviennent clés étrangères de cette table. Ces attributs constituent parfois à eux deux la clé primaire de la nouvelle table. Si l'association comporte d'autres attributs, ceux-ci sont également ajoutés à la table. Qu'est-ce que je voulais dire à travers cette association de type complexe? On va prendre un exemple tout simplement. Ici, dans le cas, j'ai pris quel exemple? Un exemple simple. Je ne vais pas préciser ici. Bon, on va tout simplement tracer un schéma tout simplement. On va essayer de créer une association. Vous qui êtes en YouTube, ne passez pas non plus, je vais essayer. C'est ça, d'abord comme cela. Vous qui êtes en... Vous qui êtes qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le tableau? On voit. D'accord, ok, donc le moment vous non, le tableau qu'on fait là-bas là. Il y a un tableau, non, il y a un tableau blanc sur lequel je vais écrire tout à l'heure. Oui, on ne voit pas. Hein? Vous ne voyez pas. Bon, là, je suis désolée, on va faire avec. Et vous allez... C'est pas grave, le délégué va m'expliquer ça après. C'est expliqué dans le cours. C'est bien détaillé dans le cours, mais comme nous sommes en classe, j'avais voulu faire un peu l'exemple. Voilà. Donc, s'ils ne voient pas, ce n'est pas la peine, je vais en poser comme ça pour que vous puissiez en présenter, vous voyez. Pour leur expliquer, vous allez leur expliquer. Et pour prendre ici sur la réponse.
On a fait ça. Notre association. Un exemple, par exemple, je prends un exemple simple pour vous permettre de comprendre quelque chose. Je prends la cardinalité 0M, la cardinalité 1M. Ici, qui peut, dans ce sens-là, qui peut me traduire? Cette cardinalité traduit quel sens d'abord? Étudiant à scolarité. Voilà. Donc, maintenant, pour pouvoir me faire l'explication de la table des cardinalités, la manière, je vous l'avais expliqué dans la table des cardinalités, où je dis, lorsque vous avez les cardinalités, avant de pouvoir passer dans un modèle relationnel, il est important d'expliquer cette table des cardinalités. Donc, quand quelqu'un prend, il faut savoir comprendre. S'il y a des erreurs, à partir de là, la personne peut savoir. Donc, ici, l'étudiant à scolarité, qu'est-ce que veut dire cette cardinalité? Oui. Pourquoi étudiant peut aller prendre le seul fiche étudiant? Comme plusieurs étudiants allaient aussi la même fiche. Attention, c'est 0M, c'est-à-dire un étudiant, il va à la scolarité, il peut ne pas retirer une fiche ou il peut retirer plusieurs fiches. Elles traduisent dans ce sens-là. C'est-à-dire un élément ici, est-ce qu'il a une image ou il a plusieurs images? En quelque sorte, c'est ce que ça veut dire. Vous me comprenez? Pour que tu aies une image, il faut forcément que tu quittes ici. Pour qu'on puisse parler d'une image, il faut qu'il y ait un élément ici, n'est-ce pas? Maintenant, l'élément qui quitte ici, par exemple, c'est un élément A. Est-ce que cet élément A-là, il a une image ici ou pas? Tu vois, s'il a une image ici, il peut avoir une image, c'est que c'est peut-être A, par exemple. Ou on dit qu'il peut avoir plusieurs images, c'est qu'il peut avoir aussi encore une autre image B2. Ou on dit qu'il peut avoir aucune image. Oui. Maintenant, si A n'a pas d'image, donc il ne peut pas le représenter, il est 0. Donc, c'est ce qui traduit le 0M ici. Maintenant, vous avez compris dans ce sens-là, c'est déjà bon. Et dans le sens 1N, ça dit en allant de la scolarité à étudiant. Voilà. C'est bon. En matière, c'est cardinalité, c'est bien compris maintenant. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait vu pour traduire la classe, cette classe d'entité en modèle relationnel? J'utilisais des grilles étudiants. Étudiant, en parenthèse, bon, ces différents attributs, je vais mettre, je vais mettre beaucoup, je vais mettre matricule. Non, par exemple, ça va être très important. Le matricule, non. Et puis, on va mettre peut-être prénom. On va s'arrêter là. C'était ça, non? Et puis maintenant, pour traduire notre classe d'identité, scolarité, scolarité. Là, on a le code agent. Ensuite, le titre. Et puis, un troisième encore. Le nom, voilà. On met encore le nom de l'agent. Voilà. Ensuite, cette cardinalité, on appelle ça cette classe d'association. On l'écrivait tout simplement retirer, délivrer. Très souvent éviter les accents. Bon, ça, comme on n'est pas rentré dans le modèle, donc on fonctionne très souvent, les logiciels n'aiment pas trop les accents et autres, donc souvent éviter ça. Donc, on dit, comme c'est un truc explicatif, voilà, on donne les accents, on devrait enseigner dans tous les accents. Délivrer qui prend en compte retirer. Non, madame, c'est étudiant qui peut scolariser. Pardonnez, j'ai oublié. Ici, j'avais quelque chose d'important que je n'ai pas marqué. Le matricule étudiant va souligner, ou votre agent va souligner. Donc, ici, on va changer son étranger déjà dans les deux classes. Il prend matricule étudiant. Matricule étudiant. Matricule étudiant et puis code dièse encore code agent. N'est-ce pas?
Hein? La dernière fois qu'on a fait, on avait mis étudiants et scolarisés. On a mis étudiants scolarité. Comment ça? Retirer des livrets. Oui, oui. En parenthèse, on avait mis 10 étudiants et puis 10 scolarisés. Non, c'est que ça a été une erreur. Ça a été une erreur parce que c'est les attributs. C'est qu'on appelle ça la clé qui mit. Normalement, dans le symbole de retirer étudiant, il lit, quelles sont les deux classes d'identité qu'il lit? Il lit la classe d'identité étudiant et la classe d'identité scolarité, n'est-ce pas? Alors que cette classe d'identité étudiant est représentée, qu'est-ce qui symbolise cette classe-là? Sa clé primaire, qui est le matricule étudiant. Et au niveau de la scolarité, c'est le code d'agent. Et ce sont les deux qui migrent au niveau de la scolarité. C'était ça. C'est que c'est peut-être dans... C'était au tableau que j'ai fait l'erreur. Que l'erreur a été faite sur les étudiants. C'est vous qui avez fait l'erreur. Parce que dans le cours, c'est la même chose. C'est bon. Déjà, celui-là, il traduit la classe étudiant. Et celui-là, il traduit la classe scolarité. C'est bon? Voilà. Madame, c'est bien plus. D'accord. Maintenant, que nous dire? Notre explication dit toute association de type complexe. Donc ici, nous sommes dans le cas d'une association de type complexe. Complexe dans ce sens, dans le sens 1, et encore complexe dans le sens 2. On dit complexe pourquoi? Parce que vous voyez à cause de l'infini qui est là, le n. À cause de n qui est là, on appelle complexe. Donc toute association, tout un quadraté, une fois qu'il y a l'infini, le symbole n dedans, c'est une quadraté complexe. Donc, pour toute association de type complexe, un exemple 0, n, et n aussi qui peut s'ajouter, elle devient une table distincte. Elle devient automatiquement une relation. Qu'est-ce que cela veut dire? On avait dit que les associations étaient traduites par les cardinalités, n'est-ce pas? Donc, la classe distincte dont on parle, c'est cette classe. Elle devient automatiquement une classe distincte. C'est de cette classe qu'on peut parler. C'est pourquoi, pour simplifier, j'ai voulu traduire déjà cette relation en modèle relationnel. Donc, quand j'ai traduit, on a traduit étudiant, on a traduit scolarité, on a traduit la classe d'association. Et on nous dit quand elle est complexe, elle devient automatiquement une table distincte. C'est-à-dire que l'association, la classe d'association ne disparaît pas. Elle devient une table. Du coup, pour cette relation, nous avons 3 tables qui se mettent en place. Et on nous dit les identifiants des 2 entités associées deviennent des traits étrangers de cette table. Voici les 2 traits étrangers de cette table. Voici les 2 classes d'identité qui sont associées par rapport à l'association. Et donc, ces identifiants, mais ces traits primaires, deviennent des traits étrangers de la classe de l'association, de la 3e table qui se crée. Ensuite, on dit que ces attributs constituent parfois à eux de la clé primaire de la nouvelle table. Du coup, pour cette table, les 2 constituent la clé primaire. Elles sont comme des clés primaires pour la table. Mais elles sont des clés étrangères parce qu'elles viennent d'ailleurs. Mais pour la table, elles constituent la clé primaire. C'est tout ce que je vous dis dans ce message. Si l'association comporte d'autres attributs, ceux-ci sont également ajoutés à la table. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, dans cette classe d'association, si on avait par exemple le facteur temps, un exemple, on avait temps qui faisait partie d'un des attributs. On avait aussi durée. Bon, je ne vais pas mettre jamais temps et puis je vais mettre quantité, un exemple. Quantité. Je vais mettre qualité. Soit on a ces 3 attributs-là qui appartiennent à la classe d'association. Donc, normalement, il n'y a pas de marqueur, il n'y a pas de bon, il y a le mot. C'est-à-dire, les attributs vont continuer. En plus des 2 traits étrangers qui sont là, lui, il a ses attributs, on ne l'abandonne pas. Donc, on prend ces attributs qui sont en quantité et puis qualité. Voilà. Vous voyez. Donc, au lieu d'avoir seulement 2 attributs, il a 2 attributs qui s'ajoutent à cause de ces attributs qui l'appartenaient à moi. C'est clair? On est comment va? Madame, j'ai une question. Oui. Oui, pose la question. Oui, quand on parle des autres attributs, Oui. c'est des attributs qu'on crée nouvellement, qu'on ajoute à la 3e table, ou bien c'est des attributs qui existent déjà dans les 2 autres tables qu'on a créées au préalable? Non, ce ne sont pas des attributs qui ajoutent, qui existent dans les autres tables qu'on avait créées au préalable. Ce sont des attributs qui appartenaient à la relation déjà. C'est-à-dire à la classe d'association, il y avait ces attributs qui l'appartenaient. Ok, d'accord. Voilà, ces attributs appartenaient à la classe d'association.
Ne regardez pas ce côté-là. La classe d'association a combien d'attributs? Elle a 2 attributs. Ces 2 attributs viennent d'où? Ils viennent des Des 2 classes d'identité qui vivent. Mais la classe d'association a elle, avant qu'elle ait les 2 attributs-là, supposons que quand j'avais en écrivant la relation, j'avais mis à la classe d'association temps, quantité, qualité. Donc la classe d'association, avant que les 2 autres attributs n'arrivent là, elle a quels étaient ses attributs à elle? D'accord. Temps, qualité, quantité. C'était ses attributs à elle. Tout comme la classe d'étudiants, elle a ses attributs à elle, la classe scolaire a ses attributs. Donc la classe d'association aussi avait ses attributs à elle. Maintenant, à cause de la règle que nous sommes en train de voir, vous voyez que la troisième table qui s'est donner, la classe d'association, c'est la tradition de cette classe d'association. On écrit la troisième table pour le moment. Je vais en trouver celui-là. Avec ses attributs qu'il avait. Mais on dit, pour avoir cette troisième classe, pour que cette troisième classe puisse exister, il faut que la classe qui se crée, la table qui se crée, puisse aller chercher les attributs des classes qu'il y ait. Donc, il va chercher les attributs d'étudiants, il va chercher les attributs de scolarité. Il vient s'ajouter à ces attributs qui étaient déjà auparavant là. Vous voyez? Et ces attributs deviennent des primaires, des clés primaires pour cette classe, pour cette table, et elles deviennent des clés étrangères, tout aussi, elles viennent d'ailleurs. C'est bon? Question en ligne? Ça va? Ça peut aller. D'accord. Donc, c'est bon, vous m'avez compris. Donc, quand pour tout exercice, ou bien pour toute condition, si vous faites votre environnement, votre classe d'association, vous pouvez lui ajouter des attributs. Il peut avoir des attributs. Ça peut dépendre, il peut avoir des attributs. Oui. Normalement, c'est retirer des trucs dans qualité. Oui, ce sont ses attributs. Ce sont ses attributs à lui. Ça, c'est un exemple pour expliquer la dernière partie qui est là. Parce que si je n'ai pas mis cet exemple, vous ne pouvez pas comprendre. Quand je dis si l'association comporte d'autres attributs, ceux-ci sont également ajoutés à la table. Si cette association-là, c'est de cette association-là que je veux parler. Si l'association, bon, son nom l'indique même, si l'association retirée délivrée comporte d'autres attributs, ces attributs sont ajoutés à la table. Alors, une question. La façon dont on a mis les attributs à étudier, est-ce qu'on peut faire un tableau pour retirer des attributs? Un tableau aussi comme de la manière. Oui. Parce que tu as dit par un tableau. La façon dont on a fait étudiant. Oui. Au niveau des retirés, normalement, au niveau des retirés, lui, se présente tout simplement comme ça. Comment une chose. Voilà, comme un accolade. Comme un accolade. C'est-à-dire, quand ta classe est là, tu mets un accolade, temps, quantité, qualité, autre. Pour dire que ce sont des attributs de cette classe. On ne peut pas la mettre dans un truc comme ça, on la représente tout simplement comme ça. Oui. Madame, vous avez dit si. Vous avez posé la condition. Si il y a des attributs. L'association comporte des attributs. Voilà. Là, on a les différents clés, comment on appelle le code primaire qu'on a avec les 2 entités, les 2 classes d'entités qu'on les ajoute. Et s'il n'a pas. Ça revient, ça reste les 2 autres. Tu vois, non? Si maintenant, n'écrivez pas seulement les attributs qui viennent des 2 autres classes, les classes d'entités, et puis laissez lui ses attributs à lui. Pourquoi vous devez laisser lui ses attributs? Vous ne devez pas laisser s'il a des attributs personnels à lui. Mais s'il n'en a pas du tout, vous prenez simplement les attributs étrangers qui viennent. C'est tout. Ça va? Ça va? C'est passé. Non, je ne vais pas avancer. Dieu merci. Oui. Dans le cadre de scolarité étudiante, oui. Vous avez pris le temps, qualité, oui. Ça, c'est un exemple. Vraiment, dans le cadre de scolarité, quel type d'assistance peut avoir la classe? C'est même pas obligé qu'il y ait des attributs, mais on peut en créer, sinon ce n'est pas obligé. Ici, par exemple, quel attribut on peut avoir, par exemple, qui peut appartenir à l'association? La date et l'heure. La date, parce qu'on n'a pas de scolarité, on n'a pas d'étudiants, on ne peut pas mettre des dates chez étudiants, on ne peut pas mettre de l'heure chez eux. Mais cela, on peut venir les mettre dans les associations. Tu vois, pour savoir l'étudiant qui va à la scolarité, par exemple,
quand les atomes est parti, l'un laquelle il est parti, peut-être pas pour des suivis, ou bien là laquelle il est parti, et puis là laquelle il a été délivré. Donc déjà le temps, l'heure, date, bon, tout ça englobe le temps, tu peux détailler date, l'heure, tout ça là, peut constituer des attributs de cette association. Parce que on ne peut pas venir les mettre. On ne peut pas non plus les mettre chez soi. C'est bon? Non, madame, vous pouvez les créer. Si c'est nécessaire qu'ils soient là, vous les créez. Si ce n'est pas nécessaire, vous laissez. Donc, j'avance. Bon, ça, c'était trouver les exemples. On parlait de la troisième règle. On a la troisième règle qui rentre en ligne de compte. Que nous dit cette troisième règle? On a déjà vu les deux règles. On a vu la première règle. Les classes d'entités se transforment tous en table. Les classes d'association se transforment aussi en table. Tout simplement, mettez ça dans votre esprit. Deuxième règle, dans le cas d'une cardinalité, d'une association complexe. On vient de voir le cas. Troisième règle, on appelle ça la règle de l'optimisation. On va comprendre pourquoi on parle de la règle d'optimisation. Ici, on a nos trois tables qui sont là. Logiquement, on avait la classe étudiant, on avait la table étudiant, on avait la table scolarité. À cause de la cardinalité NN, la table retirée délivrée est venue se mettre en place dans le modèle logique. Et c'est lui qui fait la troisième table qui est là. Et cette relation, parce que trois tables sont là. Donc, c'est cette table-là qui est la nouvelle table qui vient s'ajouter à la relation qui est là. En fonction de la cardinalité. C'est bon? Oui. Dans le cas où au lieu de Vas-y. Ok, ça, pour le moment, ça c'est passé long. Si ça c'est passé et à l'état dont tu viens de dire, on dit toute association de type 5 complexe, c'est par exemple le cas d'une association de type 1N qui est reliée à une classe d'entité avec cardinalité de type 0, 1 ou 1, peut fusionner avec la classe d'entité. Dans ce cas, les attributs de l'association MIG baissent ceux de la relation traduisant la classe d'entité. Ici, on parle du cas d'une association père-fils. Dans cette association de père-fils, on assiste à la migration d'une clé étrangère qui est l'identifiant du père vers la table du fils. Si l'association possède des propriétés, ces propriétés migrent dans la table du fils. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, quel exemple j'ai pris? Bon, nous-mêmes, on va créer nos cardinalités sans... On vient de finir avec cette cardinalité, non? Je vais passer. C'est bon? D'accord, donc. On va effacer cette cardinalité. On va créer des cardinalités 5 complexes. Là, il reste. Bon, celui-là va rester aussi. On va faire les deux. Donc, on a dit toute association de type 5 complexe. Donc, on va créer l'association de type 5 complexe. Par exemple, ici, on a 1, et puis ici, on a 1, N, 0, N. C'est bon? Ici, qu'est-ce qu'il a voulu dire par cette cardinalité 1? L'étudiant peut aller retirer une fiche. Pas que. Là, il y a une obligation. Et maintenant, dans l'autre sens. L'étudiant doit aller, et la scolarité doit délivrer plusieurs fiches. À l'étudiant. Donc, on a les cardinalités 1 et puis 1N01. Ces cardinalités, ça peut tout simplement du cardinalité simple complexe. Ça peut être dans l'autre sens, c'est 1N0N et puis 1N. Mais toujours est-il qu'on appelle cardinalité simple complexe. On est dans le cas de cette cardinalité, qu'elle soit reliée à une cardinalité de type 0,1 ou bien 1,1, par exemple, ici on a mis 1,1 ou bien de type 0,1, un exemple. Toujours simple. Quand c'est 0,1,1, c'est des cardinalités simple. Voilà. Dans ce cas précis, les attributs de l'association MIG baissent ceux de la relation traduisant la classe d'entité. Dans une association père-fils, on assiste à la migration d'une clé étrangère
vers la table du fils. Si l'association possède des propriétés, ces propriétés migrent dans la table du fils. Si ce français est encore compliqué, on va aller au PowerPoint suivant. Ici, c'est un exemple que j'ai donné, mais logiquement, sur Merci dessous présente 3 relations ou 3 tables comme suite. On avait notre troisième, logiquement. Si on ne regardait pas les cardinalités, là, et qu'on disait non, il faut traduire par exemple ces différentes relations qui sont là simplement en modèle logique, on avait notre retiré, délivré, qui avait matricule étudiant, code agent, et puis qui avait, on ajoute son temps, et puis date. Logiquement, voici ce qu'on devrait avoir. Mais à cause de la cardinalité, si c'était la cardinalité complexe, parce que nous ne pouvons pas, il n'y avait pas de problème. Maintenant, on parle d'une cardinalité simple à complexe. À cause de cette cardinalité simple à complexe, logiquement, on devrait avoir ces 3 tables qui étaient là. Mais la cardinalité simple complexe va mettre en place un système qu'on appelle la règle de l'optimisation. Qu'est-ce que veut dire cette règle de l'optimisation? La table qui traduit l'association retirée dérivée n'a plus lieu d'être. Il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. La table qui traduit retirée dérivée ne doit plus exister. Il faut l'éliminer. Mais comment va se faire l'élimination? On ne peut pas l'éliminer comme ça. Pour l'éliminer, il y a des règles qu'il faut suivre. On déplace les attributs de retiré délivré vers ceux de l'étudiant, c'est-à-dire du côté 1-1. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, dans la relation simple complexe, on a tendance à avoir une relation père-fils. Je vous ai parlé tout à l'heure du père et du fils. Où est le père, où est le fils? Le père, c'est lui qui est la relation complexe. Il constitue le père. Et le fils, c'est lui qui a la relation simple. Tout simplement. Maintenant, pour pouvoir éliminer cette table d'association, il faudrait que les attributs qui composent cette classe d'association puissent migrer du côté 1-1. Le code, comment on appelle? Oui. Le code de la scolarité, le code de la scolarité peut migrer. Pas peut migrer, doit migrer dans la classe étudiante. Dans la classe étudiante. C'est-à-dire quoi? On a dit cette classe d'entité n'a pas lieu, cette table n'a pas lieu d'exister. N'est-ce pas? Mais n'oubliez pas une chose, cette table a des attributs. Elle n'a pas lieu d'exister, mais n'oubliez pas ces attributs qui sont là. Parce qu'après, il faut qu'on les récupère. Les attributs de l'autre classe, la soirée doit migrer vers celui du fils, c'est-à-dire le code agent du père doit migrer automatiquement vers le fils. Sa migration de compte tout simplement ici. Celui-là, il vient automatiquement ici. Vous voyez. Pour pouvoir supprimer cette table, il faut prendre le code agent pour venir vers l'étudiant. Si on envoie matricule étudiant, il y a une redondance. Il y a une redondance, ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit que le père vers le fils. Et souvent, quand le père migre au cours d'une relation, normalement, le père il envoie un de ses chromosomes et la dame envoie un de ses chromosomes. Le père n'envoie pas tous ses chromosomes. Donc, c'est un peu, voyez ça en ce terme, c'est tel affaire ici. Vous me comprenez? On suppose que le 1 qui est venu, c'est celui du père. L'autre est venu de la même. Mais ici, comme on nous parle du père et fils, et donc, lui, le plus grand vient se ranger vers celui qui est le plus petit. Vers qu'on appelle ça la cardinalité la plus faible. Ça, c'est des cardinalités minimales et ça, c'est des cardinalités optimales. C'est bon? Donc, vous voyez que le code agent vient automatiquement au niveau de la classe d'étudiants, de la table étudiant. Maintenant, ça, il disparaît puisque ça va créer une repétition. Il a ces codes qui sont là, et ces attributs qui sont là. Donc, ces attributs qui sont là ne restent pas. Ils viennent compléter temps et puis date. Et cette relation n'a plus lieu d'exister.
Non. Si, j'ai mis bon, j'ai fait la pêche. J'ai fait juste la pêche. J'ai fait la pêche. Si cette relation n'a pas, cette classe d'association n'a pas d'autres attributs, tout simplement, c'est trop d'argent qui est mis vers la table étudiante. Puis là, cette table a plus sa relation de. Ici, normalement, on avait 3 tables, logiquement. Mais vous voyez, au lieu de 3 tables, on revient à combien de tables? À 2 tables, à cause de la règle de l'optimisation. Pour faire le passage du mode conventionnel au mode relationnel, on doit toujours tenir compte des cardinalités. Oui, obligatoire. Obligatoire. Dans le modèle entité-association, on écrit nos cardinalités comme ça. On écrit nos cardinalités, c'est fini. Mais pour pouvoir venir le traduire en modèle relationnel, pour pouvoir, par exemple, l'implémenter, ou bien pouvoir, on appelle ça, voir comment l'utiliser, ou bien l'introduire un logiciel, il faut s'appuyer sur les cardinalités. Et c'est les cardinalités qui soit peuvent augmenter les tables, ou bien peuvent réduire tes tables. Vous me comprenez? Par exemple, si tu as fait un schéma avec, par exemple, 4 classes d'entités, tu les as tous reliés entre eux. Et puis, tu vois que tu as choisi, par exemple, le modèle complexe. Tu auras combien, si tout est complexe, c'est-à-dire si tes relations sont des relations complexes, de complexe à complexe, normalement, tu auras combien de tables? Un exemple. Tu as 4 classes d'entités. Un exemple, je vois si c'est bien compris. 4 classes d'entités. Et tes classes d'entités sont reliées. Il y a première liaison, deuxième liaison, troisième liaison, quatrième liaison. Donc, il y a 14 liaisons. Voilà. Et puis, quand tes liaisons, tu as mis des cardinalités complexes. Normalement, ça fait combien? Madame, ça fait. Parce que les deux autres vont créer une nouvelle table. La première liaison va créer une nouvelle table d'association. La troisième et la deuxième liaison va créer une nouvelle table d'association. Madame, je pense que ça dépendra des liaisons. Voilà. On a fait des liaisons complexes. Voilà. Si ce sont des liaisons complexes, je pense que ça dépendra du nombre d'associations qu'on aura. Oui, il y a 4 associations. 4 associations. Donc, normalement, on devrait avoir 8 normalement. 8, c'est-à-dire, explique les 8. C'est-à-dire, attends, 4. Explique les 8. Il dit 8, bon, explique 8. Bon, pour moi, je pense que si, par exemple, entre la première et entre la première association, la première classe d'entité et la deuxième classe d'entité, s'il y a une relation complexe, on aura déjà une autre classe qui va s'ajouter. Entre la deuxième et la troisième, s'il y a une autre association, on aura une autre classe encore. Entre la troisième et la quatrième. S'il y en a une association, on aura une autre classe. Maintenant, bon, je crois que ça fera 7. D'accord. Il y a un les schémas. Maintenant, il peut y avoir une autre liaison entre la première classe d'entité et la quatrième aussi. Hein. Bon, là, ça devient 5 liaisons maintenant. Mais j'ai parlé de 4 liaisons. On va réduire les liaisons pour mieux comprendre. Par exemple, ici, je mets un nom, 0, un exemple. Ici, je mets par exemple un nom, 0, ou bien un aussi. Tout est complexe. Normalement, le 1 forme une table. Le 2, la classe d'entité 1 forme une table. La classe d'entité 2 forme la deuxième table. La classe d'entité 3 forme la troisième table. La classe d'entité 4 forme la quatrième table. On a déjà 4 tables. Maintenant, on va venir au niveau des cardinalités. Qu'est-ce que cette règle nous a dit? Dans le cas d'une cardinalité complexe. C'est la troisième table. Dans le cas d'une cardinalité complexe, oui. La création d'une nouvelle classe d'association. Quand on prend cette première liaison, la liaison entre la classe d'entité 1 et la classe d'entité 2, il y a une liaison qui est là. Donc déjà, ça constitue une table. Une table d'association. Vous êtes d'accord? Quand on prend la classe d'entité 2 et la classe d'entité 4 qui sont liées, et la relation qui les lie, c'est la relation complexe. Du coup, la troisième table qui se crée est là.
C'est la deuxième table d'association. Quand on prend la liaison 4 et puis la liaison, pour la classe densité 4 et la classe densité 3, elles sont liées par une liaison. Et cette liaison, puisque c'est une relation complexe, donc la table a lieu d'exister. Donc ça fait une troisième liaison. On vient mettre un prime, 2 primes, 3 primes. Quand on prend dans le sens classe densité 3 et puis la classe densité 1, il y a une liaison à cause de la cardinalité de l'association complexe. Donc, une table doit a lieu d'exister. Donc, du coup, ça devient la classe à son prime. Au total, on a 4 classes d'identité et puis 4 classes d'association. Ça fait 8 salles. Donc, lui, il a dit les 8. Mais c'est dans l'explication, vous ne pouvez pas comprendre, c'est pas c'est schématisé pour que vous compreniez. C'est bon? Il pouvait avoir, par exemple, un lien là. Ça fait 5e liaison. Par exemple, si cette 5e liaison porte la cardinalité 0, un nom, un N aussi. Ça va devenir encore une autre table qui va se créer entre les deux là. Alors, on va l'appeler la table prime. Donc, au total, il y a 4 classes d'associations qui vont former 4 tables et puis 5 nouvelles tables de relations, d'associations, à cause des cardinalités complexes. Maintenant, si on prend par exemple le cas de la cardinalité 5 complexe, oui. 1 et 4, c'est vous qui avez créé cette nouvelle université. 1 et 4, oui. J'ai créé mes enfants. Vous dites combien de fois on peut avoir de tables et autres. Par exemple, si on prend le cas maintenant complexe, on va essayer de effacer les liaisons. Avec ce schéma, c'est bon? Vous comprenez mieux? Vous comprenez mieux avec ça? Vous comprenez mieux? D'accord, ok. Vous comprenez, c'est bien bon. Parce que le problème, c'est les cardinalités qui créent souvent des ennuis. Voilà. Bon, on va se créer des cardinalités. Alors, si je vous écoute, on prend ici, c'est un exemple, c'est un exercice. On prend ici, par exemple, 1, ici et N. Ensuite, ici, cardinalité bleue. Vous pouvez mettre des complexes de N. 0, N, 0. Et puis 0, 1. Voilà. Ensuite, ici. N. Ensuite, dans ce sens. 1, oui. Et puis, Et puis, N. Ensuite, il y a cette liaison qui est là. 0, N. Et puis, 0, 1. Voilà. Ici, quand on prend la première relation, la classe densité 1 et la classe densité 2 sont liées par une liaison 1'. Cette liaison, c'est comment? Ici, on appelle la complexe, simple complexe. Dans une liaison simple complexe, qu'est-ce qui se passe? On a deux tables. Pourquoi on a 2 tables? Qu'est-ce qui se passe au niveau des 2 tables? Parce que la classe d'association disparaît, on n'a pas lieu d'être. Donc, on prend le code clé du père pour aller l'associer au code. Il faut aller le mettre dans l'entité. Dans l'entité, ça s'appelle comment? Dans l'entité 1. Voilà. Il faut aller le mettre dans l'entité 1. Oui, vas-y. On a compris ton idée, vas-y. La clé pour mettre la classe d'entité père va migrer vers la classe d'entité 6. Donc, on aura une première table d'entité, n'est-ce pas? Ensuite, on y aura la deuxième table
d'entité. Vous êtes d'accord? Maintenant, cette liaison, elle n'a pas lieu d'exister. Donc, au lieu d'avoir la troisième table, on va voir que c'est le code, la clé primaire de du côté père qui va migrer vers le côté père quand il est le fils. Donc, ici, le côté père, c'est 1. Donc, ici, on va ajouter, par exemple, qu'est-ce qu'on va dire? On va l'appeler 2. On va appeler ça A. Merci. On va appeler tout simplement A2. Vous voyez, comprenez A2 là. Donc ici, au lieu de 3 tables, on a 2 tables. On prend notre liaison 2, 4. On voit qu'on a la cardinalité 0n et puis 0,1. On est dans quel cas encore? Simple complexe. Donc du coup, on aura encore la table 2 qui est là, déjà. Il y a la table 4 qui doit se créer. La table 2' ici, la liaison 2', puisqu'elle n'a pas lieu d'exister, donc elle va disparaître. Et qu'on appelle ça, ici, le père va migrer vers le fils, c'est le côté faible de l'audace. On va ajouter, lui, il était A2, non? On va rajouter A2. On va faire des exemples comme ça avant de partir dans les exceptions, vous allez me comprendre. Quand je prends la liaison 3 et puis 4, on est dans quelle région de relation? Complexe. Donc, dans cette relation de type complexe, qu'est-ce qui doit se passer? Une troisième table qui doit se créer. Donc, on regarde, les 3 tables là, sont déjà créées. On a la table 4 qui est déjà là. La table 3 n'existe pas. Donc, la table 3. Et puis, la table de liaison 3' qui doit exister. C'est bon? Parce que les 3 tables, Theta existe déjà. Donc, on ne va plus la créer. Maintenant, on prend de sens 3 à 1. On est dans la liaison 1 et N. C'est-à-dire une liaison quoi? Simple plus complexe. Qu'est-ce qui se passe là? La création de 2 tables. La troisième table n'a pas lieu d'être. Mais comment se fait la création de ces 2 tables? On a bien la table 3 qui est là. Ensuite, et puis on a la table 1 aussi. La table 1 qui est là. Et puis ensuite, on va migrer. La table migrer. Il faut aller à la table 1. Donc ici, vous voyez que A3 vient s'ajouter encore. A3, la voyez A3 comme les clés primaires des tables elles appartiennent. Donc elle vient s'ajouter, elle devient une clé étrangère à cette table. Donc cette table a sa clé primaire et puis elle a 2 clés étrangères qui sont là. Donc on a la relation 1 et puis 4. Oui, 1 et puis 4, c'est ça. 1 4. C'est le plus complexe. Qu'est-ce qui va se passer? 2 tables. On a déjà la table qui est déjà créée. Quelqu'un qui est créé. On a 4 qui est déjà créé. Maintenant, la liaison 5, comment elle va se faire? Donc, la 4. Non, il y aura migration la migration de 1 à 4, la migration du père vers le fils. Le père qui représente la relation complexe, c'est le fils qui représente la relation simple. Donc, du coup, vers le fils, lui, ça sera A1. Tu vas venir vers la table 4. Donc, là ici, A1. Et maintenant, pourquoi vous ne mettez pas les dièses pour montrer que ce sont des étrangers? Voilà, c'est bon? Logiquement, si on a des règles de cardinalité, on avait combien de liaisons, de combien de tables? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tables. Si on ne faisait pas compte de cardinalité. Maintenant, comme les cardinalités sont rentrées en ligne de compte, on a combien de tables maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Il y a combien de tables qui ont disparu? 4. On avait 9 tables au total. Il y a 4 tables qui ont disparu à cause des cardinalités. Donc, vous voyez combien de fois ça facilite l'exploitation de sa base de données. Tout ça, lorsqu'on sort une base, tout ça, c'est matérialisé. Oui, c'est la base de matérialisation. Ça se matérialise, sinon tu l'as mis. Oui. Excusez-moi, je vais finir, j'ai besoin de la lumière. Ah, il n'y a pas de souci. C'est là. C'est les cardinalités qui font.
cardinalités qui font qu'on peut parler de la conception d'une base de données ou bien la gestion d'une base. C'est les cardinalités qui permettent de parler d'une gestion de la base de données. La conception de la base de données, c'est les différents éléments qui vont constituer ta base de données. Tous les différents éléments que tu vas aller chercher, toutes les différentes entités qui vont rentrer en ligne de compte, tous les différents liens d'associations qui vont rentrer en ligne de compte, ou bien qui vont rentrer en ligne de compte, ça va constituer la conception de ta base de données. Maintenant, la gestion de la base de données, les cardinalités doivent rentrer en ligne de compte. Les cardinalités, au fait, facilitent la gestion de ta base de données. C'est-à-dire quoi? Elle permet de savoir combien ton environnement que tu as créé, à combien de temps tu as fait. S'il n'y avait pas cette cardinalité-là, vous allez voir qu'on va créer 9 tables et il y aura des répétitions. Il y aura des répétitions. Quand vous allez faire vos exercices, vous allez vous en rendre compte. Il y aura des répétitions qui vont créer des ambiguïtés. Or, dans la mise en place d'une base de données, il ne doit pas avoir de redondance ni de répétition pour créer des ambiguïtés. Les éléments doivent avoir unique. C'est plus simple. Vous voyez. Et donc, c'est pourquoi ils mettent en place les règles de la cardinalité pour pouvoir soit réduire les tables ou augmenter les tables. Ça dépend des cardinalités. C'est bon? On va voir un autre règle. Vous qui êtes en ligne, ça va? C'est bon? Monsieur Koné? Oui, docteur. Oui, ça va? Oui, ça va, ça va. Même si on ne voit pas le tableau. Oui, en tout cas, dommage. Le tableau est véritable brouillon ici. C'est un refus qui n'a pas cherché un gros tableau. Oui. C'est bon, il n'y a pas de questions. On peut continuer? Ah, ça va, on peut continuer. D'accord. Bon, je viens d'expliquer tout ce qui est dans le PowerPoint. Tout ça, je viens d'expliquer tout simplement par le schéma. Donc, on ne va pas revenir à la lecture de ça. Le père, il a sa clé primaire. Et quand sa clé primaire migre vers son fils, donc ça devient une clé étrangère chez le fils là-bas. Donc, le fils, à lui, il a 2 clés. Il a sa clé primaire à lui et la clé étrangère qui vient du père. Et pourquoi cette clé-là vient du père et comment ça aide? Par exemple, ici, quand le code d'argent vient, le code d'argent étant chez l'étudiant, la classe étudiant ici, si on veut avoir toutes les informations qui concernent la classe de scolarité, c'est toutes les informations qu'on met dans la classe de scolarité. À travers le code d'argent qui est là, toutes les informations sont codées. On n'a plus besoin de venir recopier encore tous les détails des informations. Parce que lui seul, il résume tout. Vous voyez? Donc, à cause de cette clé étrangère, l'étudiant est capable d'avoir toutes les informations qui concernent les instruments, qui concernent la finalité. Madame, il y a une question, docteur. Est-ce que dans la logique, c'est la scolarité qui doit pouvoir normalement avoir toutes les informations de l'étudiant ou c'est l'étudiant qui doit avoir toutes les informations? Dans la logique, c'est la scolarité, mais c'est la manière qu'on a écrit nos cardinalités. Ah, ok, d'accord. C'est les cardinalités qui jouent. Sinon, c'est les cardinalités dans le sens... D'accord. Mais dans la réalité, est-ce que ça n'impacte pas peut-être le résultat qu'on veut peut-être pour l'interprétation? Dans la réalité, bon, si c'est pour un exercice d'explication pour pouvoir comprendre de façon générale comment fonctionnent les cardinalités, ça ne cause pas de problème, voilà. C'est pour juste comprendre le fonctionnement des cardinalités. Mais dans la logique, si c'est lié à un exercice ou bien la mise en place d'une base de données, là, il faut faire attention. D'accord. Voilà, il faut faire attention pour voir vraiment ce qui est logique. Dans le cas d'un exercice, on prend des exemples le plus ouvert possible pour que tout le monde puisse avoir sa compréhension là-dedans. D'accord. Sinon, ici, normalement, peut-être des étudiants en scolarité, soit on pouvait faire une restriction. On a dit que la scolarité est seule habilitée à donner toutes les informations à l'étudiant. D'accord. Et dans ce cas, lui, il devient qu'on appelle ça, il devient une cardinalité minimale. C'est ça. Et donc, du coup, toutes les informations de l'étudiant sont obligées de migrer au niveau de la scolarité. D'accord. C'est bon? Bien saisi. D'accord. Donc, après la règle, c'est la deuxième règle qu'on appelait la règle d'optimisation. Optimisation, c'est-à-dire savoir de combien de tables on revient à combien de tables. Dans la règle d'optimisation, il y a la troisième table qui n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire la classe d'association. Et puisque cette classe n'a pas lieu d'être,
Or, pourtant, on doit pouvoir lire cette table parce qu'elle lit deux entités. Donc, si elle n'a pas lieu d'être, on ne peut pas la supprimer sans tenir compte des éléments qui sont à l'intérieur. Si on la supprime, elle lit les deux tables. Dans ce cas-là, notre truc est vide. Les deux entités ne sont pas liées. Mais qu'est-ce qui doit montrer que les deux entités sont liées par une association? C'est le code d'argent qui est là, qui représente cette troisième table qui a été supprimée. C'est bon? On a encore autre règle. Toute association de type SIM-SIM, on a des associations par exemple de type 1101, ne nécessite pas la création d'une nouvelle table, mais est traduite en définissant une clé étrangère dans la table située du côté 1.1 de l'association. Bon, un exemple simple, ça dit toujours, on travaille toujours sur notre système qui est là. On a par exemple, un exemple, et puis 1.1. Donc, on dit, dans le cas de tout type d'association SIM-SIM, mais elle ne nécessite pas la création d'une nouvelle table. C'est-à-dire qu'on a notre classe orientée, la table étudiant qui est là, la table scolarité qui est là. Elle ne va pas nécessiter la création d'une nouvelle table, mais elle va se traduire en définissant une clé étrangère dans la table située du côté 1.1 de l'association. On va pouvoir se créer cette table, comment on va pouvoir définir cette table-là pour pouvoir définir la clé étrangère qui sera du côté 1.1 ici. Ici, quelle sera la clé étrangère? C'est le matricule étudiant qui va venir tout simplement se mettre là. Donc, vous voyez que dans les cardinatures de Saint-Placin, là, souvent, regardez, vous trouvez votre cardinature 1.1. À partir de nous, c'est la cardinature 1.1. Tout simplement, vous prenez le code pré-primaire d'ici pour venir tout juste faire comme la clé étrangère d'ici. Elle répond un peu au cas de l'optimisation. Elle répond un peu au cas de l'optimisation. Du coup, on dit une carte doit se mettre en place, mais tout simplement la migration ici du matricule étudiant qui va faire 2 étapes qui va venir ici. Ça, c'est un exemple de classe en place. Maintenant, il y a encore un autre exemple. Oui? Dans le cas où on avait 1-1 des deux côtés, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Par exemple, on a un des deux côtés. Ici, il y a un exemple qui est au tableau. On va mettre un ici. Il y a un exemple qui est sur le PowerPoint. Ici, dans le cas de 1-1 des deux côtés, lorsque les cardinalités des types d'association sont toutes 1-1, c'est que le type d'association n'a pas lieu d'être. Si elle n'a pas lieu d'être, elle consiste à quoi? Il faut aussi se poser la question de l'intérêt du type d'association quand les cardinalités maximales sont toutes de 1. C'est-à-dire quoi? Ici, nous voyons un exemple. On a fournisseur, on a la classe fournisseur, on a la classe contact. Ils sont liés par l'association travailler chez, n'est-ce pas? Et nous voyons que de fournisseur à contact, il y a la cardinalité 1-1. Et puis de contact à fournisseur, il y a la cardinalité 1-1. C'est-à-dire que le fournisseur ne peut travailler, et peut-être ne peut travailler ou bien travailler chez quelqu'un avec un seul contact. Tout comme aussi un seul contact n'est lié qu'à un seul fournisseur. On peut traduire les cardinalités que ceci. Ici, quelle est la cardinalité qui va plus montrer l'intérêt du type d'association ici? On a pas la cardinalité, pardon, la classe d'association. On a classe fournisseur, classe hors contact. C'est fournisseur. Du coup, vous voyez que il faut, la question qu'on se pose de l'intérêt du type d'association quand les cardinalités sont de type 1, laquelle des classes va traduire plus la cardinalité? Nous voyons que c'est fournisseur. Parce que quand on va mettre fournisseur, on va venir chercher le numéro du contact qu'on appelle le numéro du contact du fournisseur qui constitue son, qu'on appelle sa clé primaire ici. On a le numéro du fournisseur, le nom du fournisseur, son adresse, le nom du contact et puis le numéro téléphone contact. Donc, du coup, le numéro de contact ici n'a pas, à vrai dire, sa place tête. Elle peut aussi avoir sa place à avoir, mais ça va constituer un peu une répétition. C'est-à-dire, si on met le numéro de contact, on n'ajoute plus le nom de contact, téléphone de contact. Parce que le numéro de contact va prendre en compte le nom et le téléphone, le numéro de téléphone. Vous voyez? Parce qu'on le prend comme une clé. Donc, quand c'est une cardinalité de type 1-1,
on prend le côté qui va traduire plus la relation. On voit que c'est fournisseur. Donc, du coup, on prend les attributs du fournisseur, on prend la clé primaire du fournisseur et on ne vient pas lui donner encore une autre clé étrangère. Parce que ça va créer une ambiguïté. Tout simplement, on recopie les informations qui sont dans l'autre, c'est-à-dire le nom de téléphone, le numéro de téléphone qu'on ajoute ici. On n'a pas à venir ajouter une clé. Vous me comprenez? Parce que c'est lui qui donne toutes les informations sur celui-là, à cause de la cardinalité 1. C'est bon? Ça va? Voici les règles des cardinalités qui sont là. Donc, on vient de sillonner un peu l'ensemble de tout le monde. Oui. Madame, excusez-moi, la classe association, vous avez dit que c'est toujours deux personnes d'études. Ici, comme c'est le cas, bon, deux ou plusieurs. La classe association? Madame. Oui, oui. Ici, c'est parce que c'est un exemple qu'on a utilisé, travailler seulement. Oh! Ici, travailler. Souvent, quand vous voyez travailler chez, par exemple, ça peut être un verbe qui est traduit dans les deux sens. Par exemple, comme je vais dire, le fournisseur, bon, travailler, c'est que je n'ai pas. Je vais chercher. Parce que ici, là, il faut qu'il y ait qu'on a travaillé chez qui? Le fournisseur travailler chez. Par exemple, j'ai mes sociétés. J'ai mes fournisseurs qui travaillent dans la société. Le numéro de contact aussi est lié à fournisseur à partir de travailler. C'est-à-dire celui qui a un numéro de contact qui travaille, dans la société. Voilà pourquoi il y a deux fois travailler. Donc, dans un premier temps, travailler qui va traduire le fournisseur qui travaille dans la société. Et dans un deuxième temps, encore travailler qui traduit que celui qui a un numéro de contact ici travaille dans la société, donc il est automatiquement un fournisseur. Voilà pourquoi est-ce que ici, travailler est un seul, mais il traduit les deux sens. Tu vois qu'il y a les deux cardinalités. Vous pouvez avoir dans vos liaisons, par exemple, ici, j'ai mis retirer des livrets, par exemple, même retirer simplement. Ça pouvait simplement retirer. Quand c'est comme cela, ça veut dire le verbe se fait dans les deux sens, se conjugue dans les deux sens. Il se conjugue dans ce sens et il se conjugue aussi dans ce sens. Si tu vois que la conjugation dans ce sens ne traduit pas l'idée que tu veux, tu choisis maintenant le verbe qui va traduire l'idée que tu veux, ça devient notre verbe. C'est bon? Merci d'avoir posé la question, vraiment, merci. Question? Question? Ça va? Les cardinalités, ça a été clair, c'est bon? Parce que quand vous allez travailler en groupe, là, au niveau des cardinalités, vous allez beaucoup vous discuter. C'est là où vous allez beaucoup vous discuter. Ça, c'est là souvent les étudiants font beaucoup de trucs. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai fait le schéma, je vous ai demandé combien de liaisons et autres. Souvent, quand vous me faites le schéma, tout simplement, le schéma du modèle entité-association. Avant d'aller regarder la traduction du modèle relationnel, déjà, je me mets en tête combien de liaisons je peux avoir. Automatiquement, je me mets en tête combien de liaisons je peux avoir. Donc, quand je regarde en fonction de vos cardinalités, ici, on peut changer les cardinalités, on peut mettre 1, 1, 0, N, 0, 1, ainsi de suite. En fonction des règles des cardinalités, je me dis automatiquement, l'étudiant doit pouvoir me donner peut-être 3 liaisons, 3 tables. Donc, quand je viens et que je regarde que vous avez plus de 3 tables, vous n'avez bien compris. Il y a une erreur quelque part. Et puis maintenant, je cherche à savoir quelle est la partie qui n'a pas compris, qui a fait qu'il a trouvé son niveau. Vous voyez que la toute première d'une simple relation, on a eu 3 tables. Une simple relation. On devrait normalement avoir 2 tables si on voulait voir en tant que tel. Mais comme à cause des règles de cardinalité, on n'a pas 3 tables qui sont là. Maintenant, quand on est venu lier dans les autres relations, à la place avec l'optimisation, à la place de 9 tables, on a eu 5 tables qui sont venues. Donc, il y a eu une réduction. Il peut y avoir une augmentation, une réduction, une place, il n'est pas tout respecté. Ça dépend de vos capacités. Donc, du coup, je vous demande, en vous appuyant sur les règles, je pense que c'est dans le quiz et je l'espère bien si ça est dedans. Je vous demande, en vous appuyant sur les règles des cardinalités qui ont été vues au cours, je ne vous demande pas de m'expliquer les cardinalités, non. Je n'ai pas besoin de m'expliquer, mais quand vous allez lire vos cardinalités, je vais tout comprendre. Mais je ne vous demande pas de ce que c'est vous qui devrez avoir ça en esprit. Je ne peux pas traduire mes cardinalités, qu'est-ce que je fais? Vous voyez. Et pour que quelqu'un puisse mieux vous comprendre dans vos cardinalités, il est important d'établir le tableau explicatif des cardinalités. Quand vous avez ce tableau, la personne vous comprend mieux. Par exemple, si tu dis que si j'ai la cardinalité
1, 1, et puis ici, 0, 1. Qu'est-ce que je vais dire par là? L'étudiant à scolarité. On doit impérativement retirer une et une seule fiche à la scolarité. Mais si tu m'écris, l'étudiant peut retirer une ou plusieurs fiches, tu as posé ta carte. Parce qu'elle ne traduit pas ce que tu veux. Parce que vous mettez que sur moi. Si tu mets peu, ça ne traduit pas. Parce que le peu, ça veut dire que tu as le choix. Le peu, ça veut dire que tu as deux choix. Mais quand c'est un et un, ça veut dire lui et lui seul. Un et un seul. Ou bien une et une seule. Tu vois? Mais quand tu dis, quand même le peu, ça veut dire que c'est peut retirer un ou plusieurs. Le peu, c'est ça, peut retirer un ou plusieurs. Mais quand c'est un, une et une seule. Donc déjà, à travers l'explication de tes caténatiques, quand tu écris l'explication de tes caténatiques, celui qui te lit, il te suit. Et quand il a dit non, il a fait une erreur. Par exemple, tout à l'heure, il y a un qui est en ligne qui a dit, logiquement, est-ce que ce n'est pas la scolarité qui doit avoir toutes les informations de l'étudiant? Ça, c'est un exemple qu'on a fait de façon très précise. C'est par exemple, mémoire, ton mémoire que tu as écrit, par exemple, tu dois écrire une base de données au niveau de la scolarité de l'université de l'Istanbul. Tu ne peux pas venir me poser. Bonjour. C'est là, ils ont oublié. C'est pas grave. Non, il y a oublié. Non, tout à l'heure. Non. Voilà. Dans la logique, par exemple, vous demandez de créer la base de données de la scolarité. Et cette base de données doit pouvoir être gérée pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la scolarité avec les étudiants. Vous ne pouvez pas venir, votre carte que vous allez venir mettre, elle doit être très propre. Cette carte doit pouvoir prendre toutes les informations possibles de l'étudiant. C'est-à-dire que le code agent de la scolarité ne peut pas nous dire comme ça. C'est l'étudiant qui va nous dire que le code agent de la scolarité. Parce que ça, c'est la logique qui est là. Donc, parfois, ne soyez pas surpris quand vous allez voir des étudiants qui disent que non, ça, ce n'est pas logique. C'est parce qu'on n'a pas de temps pour travailler ensemble. Les années précédentes, il y avait les heures qui étaient encore beaucoup plus. Avec le temps, avec les conditions de l'université, les choses se réduisent. Non, quand les cours étaient donnés, les étudiants travaillaient. Ils avaient leur sujet. Chacun travaillait son sujet. Et puis, quand ils viennent au tableau, dans son explication, pas souvent ses amis, même vous voyez ses erreurs. Non, tu n'as pas raison parce que voici ce que tu dis à ta dynamique. Donc, c'est comme ça l'enseignant fait pour voir. Donc, vous allez voir, par exemple, dans vos mémoires et autres, s'il y a un enseignant qui doit, par exemple, vérifier vos cardinalités, qui vient vous dire que non, là, je ne suis pas d'accord avec vos cardinalités, ou bien expliquez-moi vos cardinalités pour que je puisse comprendre le sens du système que vous avez mis en place. C'est le début, tout dépend du début. Si le début est bien ordonné, la fin est simple. Mais si le début là, est une ambiguïté, ça crée problème avec la fin. Tu peux même en faire ta base de données, bien la constituer si tu n'es pas un informaticien ou bien quelqu'un qui ne peut pas programmer. Tu peux peut-être voir, tu as un de tes amis qui est un programmeur. Tu peux lui expliquer ton système pour qu'il puisse mettre en place un système pour toi. Mais si tu n'as pas bien défini le début, vers la fin, il aura des problèmes pour pouvoir te créer le système. Il sera obligé chaque fois de t'appeler pour dire, mais qu'est-ce que tu veux dire ici? Ici, qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous êtes en train de changer, de discuter. C'est à travers les idées que tu vas te dire, non, mais si c'est ça, il faut l'écrire autrement pour que moi, je puisse l'implémenter dans le système. C'est bon? Donc, à la fin, dans l'exercice, je vous demande, par exemple, tel nombre de tables, à combien de tables vous revenez à la fin. En fait, la table logique, la relation logique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Donc, le modèle logique ou le modèle relationnel, il permet à savoir combien de tables on a pour pouvoir représenter cette table dans le système. Le modèle entité-association, il permet d'expliquer l'environnement dans lequel on veut travailler, l'objectif qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on recherche et puis les objectifs qu'on veut atteindre. Le modèle entité-association permet de savoir, à partir de là, quels sont les différents éléments qui doivent rentrer en ligne de compte, les différentes classes d'entités, les différentes liaisons qui doivent rentrer en ligne de compte, les différents attributs qui doivent rentrer en ligne de compte pour enseigner les différentes classes.
d'entité et d'association. Le modèle relationnel permet maintenant le chemin entité-association que tu as fait à pouvoir venir déduire à combien d'étapes tu as vraiment fait, et à combien de relations tu as fait. De 10, tu peux venir à 5 ou même à 3. Ça peut dépendre des principes de tes cardinalités. Une fois que tu as tes tables maintenant, ces tables maintenant, tu peux les renseigner dans le système d'une base de données. Mais tu ne peux pas prendre le modèle d'entité-association directement pour aller l'implémenter dans le système de gestion de la données. Ça va te créer des ambiguïtés. Mais il faut vraiment passer par le modèle logique. Pour des gens qui sont outillés, qui comprennent, qui ont bien compris, qui comprennent vite, parfois ils sont obligés, ils parlent de façon par le modèle d'entité-association. Directement, ils viennent par le modèle logique. Mais ça, il faut être vraiment très utile de ne pas faire des erreurs. Pour quelqu'un qui n'est pas vraiment utile, qui veut éviter les erreurs, il passe d'abord par le modèle d'entité-association. Et ça va tout simplement se modèle de modèle logique. C'est plus simple. Ça permet d'éviter les ambiguïtés. Et quand il y a un problème quelque part, le modèle d'entité-association que tu as créé, ça te permet de te référer au modèle d'entité-association que tu as créé pour pouvoir suivre le cheminement pour voir où tu as fait l'erreur pour lequel tu n'arrives pas à avancer dans ton travail. C'est bon? Oui. Question? Hein? La question? En ligne? Oui, question? En ligne, question? S'il n'y a pas de questions, on va faire une pause. No question. D'accord. On va faire pause. Voilà. Allez digérer un peu en 15 minutes, on sait combien de faire. Avant qu'on ajoute encore d'autres choses. D'accord. Donc, on va reprendre à 45. Aí pode dizer que não é para pensar. Oui, maîtriser ça. C'est pas difficile. Oui, il faut les retenir. C'est pourquoi j'ai fait les chemins au tableau et puis je ne lis pas. Parce que si je lis, ça sera tout flou dans votre esprit. C'est pourquoi je fais les chemins au tableau pour que vous puissiez comprendre tout simplement. Si vous revenez, celui qui n'a pas compris, qui il est le problème et qui n'a pas compris, arrêtez. Non, c'est clair. Tu seras obligé d'aller référer ton cahier pour te rappeler, voilà, toutes ces règles. Oui, c'est ça le problème qu'il y a là. C'est ça le problème, effectivement.
Bonjour tout le monde. Ça va bien? Vous travaillez bien? D'accord. Vous êtes des guerriers et des guerrières. C'est la mine, pas même. Mais où est mon petit déj? C'est pas que où est les filles? Oui, où mon déj? Mon petit déjeuner? C'est toi qui payes au. Elle a l'habitude de payer. D'accord. Vous êtes debout? Un de toi, non? Très bien. Très bien, très bien, très bien. Méthodologie de recherche. C'est ça? Hein? Rechercher les bases.
Si c'est musulman, il va y avoir des espoirs. Demain, reste en place. Parce qu'ils ont fait un master de loi, on a devenu assisté. C'est lui, c'était son cours là. Oui, ça va. Il avait été C'est lui, c'est ça qui était.
Finalement, on propose non. Délégué, c'est bon. Ah, c'est tout bien.
Ça crée des ambiguïtés, par exemple. Au niveau des textes. Identité, comme le coup, c'est tellement de discussions. Peut-être qu'on dit ici, faire un tableau. Là, comme ça, avant de commencer le cours, on connaît les exercices. Dans le tableau, on passe, c'est la voix qui répond. Ce qu'on prend ici, là, ça permet de savoir vraiment de quoi il s'agit. En disant, pour toi, sur les entités, les quatre entités qui constituent des entités, ou bien au niveau des cardinalités, les N. Maintenant, ça va être association. Je demande si association, c'est quoi, cardinalité, c'est quoi. Pour expliquer, je comprends. Après, cette lumière, je me dis, elle me dit quoi? Je commence à me dire, même quelqu'un me dit, mais on va dire quoi? D'accord, ça va. On va voir tout à l'heure là. Si on peut faire un tableau de récapitulatif pour le tableau. Ça va être super mal. Oui, il faut y passer sur le site. C'est développé. C'est petit, ce que tu veux. Pour savoir que toutes sortes d'activités, on peut utiliser les bases de données. Même en une gestion interne au sein d'une maison, on peut utiliser les bases de données, on peut constituer une base de données. Alors là, c'est une base de données. Une gestion interne au sein
Donc, en fonction de ce que tu veux dans la vie active, en fonction de qu'est-ce que tu veux mettre en place, quelle est ta société, ta structure que tu veux mettre en fonction de ça, c'est ce qui va te guider de quel type de base de données tu dois mettre en place. Et quels sont les différents éléments qui doivent alimenter cette base de données. Sinon, dans le but comme cela, tu ne peux pas savoir, mais il faut savoir que les bases de données, on peut les utiliser à tout niveau, à tout niveau, à tout niveau. Ça, déjà, il faut te dire ça. Il n'y a pas de domaine spécifique où les bases de données sont, qu'on appelle ça, dédiées, quelque chose comme ça. Non, il n'y a pas de domaine spécifique. Les bases de données sont dédiées à tous les domaines de la vie. Tous les domaines. J'ai pris un exemple simple. Au sein de ta maison, tu peux constituer une base de données. Ou, par exemple, pour les tâches ménagères, les entrées, les sorties d'argent, les dépenses de la maison, tu peux constituer une base de données. Donc, du coup, si c'est chez toi à la maison, tu peux constituer une base de données qui est là. Quelles sont les différentes données qui vont en faire des dépenses? Est-ce que c'est papa, c'est maman, les enfants, les secondes? Quelles sont les différentes entités qui vont en faire des dépenses? Quelles sont les différentes entités que tu peux passer à chaque base de données? Non, à tous les domaines. À tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ta vie, tu peux constituer une base de données. C'est pour gérer, par exemple, ce que tu veux mettre en place. Si c'est pour gérer un petit commerce, une activité commerciale, tu as un magasin, tu as tes actifs, tes produits qui sont vendus, tu n'as pas soit le temps de gérer, ou bien tu peux avoir le temps de gérer. Et puis, tu veux savoir quelles sont les entrées, les sorties, qu'est-ce qui sort le plus, qu'est-ce qui sort difficilement, tu peux passer ta commande, et puis quand ça sort comment, quels sont tes bénéfices, toi, tu peux construire une base de données. C'est plus facile pour toi de voir dans ton business, les dépenses, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que tu peux pas ajouter encore à ton business. Alors, si à ton business, la personne là, tu peux toucher des gens pour pouvoir aller sortir avec certains produits. Donc, c'est ça, c'est s'ajouter à ta base de données. Ta base de données reste. Il y a deux éléments qui viennent s'ajouter, c'est vrai qu'ils vont modifier ta base de données. Ça dépend vraiment de toi. Au départ, si c'est trop compliqué, tu peux partir avec deux classes d'entités. Avec deux classes d'entités qui sont simples. Tu peux faire la mesure de ça, ajouter toutes ces deux classes d'entités. Toujours en respectant les règles de l'utilisation. C'est très important. Bon, appelez les étudiants, on va rapidement faire un truc et puis. Bon, là, je vais partir.
C'est bon, tu peux continuer. OK, bon. Nos étudiants en ligne. Nous allons continuer. Alors, madame, on est là, nous sommes là. D'accord, donc c'est bon. Ah, c'est déjà bon. Sauf que j'ai donné la liste là, vous pouvez me ramener. Ceux qui sont là. D'abord, je voulais savoir comme question. Vous savez que je n'ai pas. Seigneur Jésus.